Bonjour chers amis internautes, c'est News 24 et dans ces analyses, nous recevons Eric Mwamba du Grand Journal. Bonjour Eric Mwamba. Bonjour cher Denis. Qu'est-ce que vous, Grand Journal cache notre kiosque de lundi déjà, je pense que vous serez, ou bien vous êtes déjà sorti, Non, nous sommes sur le marché, Grand Journal est sur le marché. Là, nous travaillons déjà, lundi prochain, on aura un autre numéro. Mais rappelez-nous un peu les titres phares du numéro passé, de la semaine passée, oui, cette semaine en fait. Oui, cette semaine en cours, notre titre phare c'était l'homme de l'année, l'homme politique de l'année. Nous en avons parlé la fois dernière ici sur ce plateau lorsque le journal était en préparation. L'homme de l'année politique, c'est Félix Tshisekedi avec tout ce qu'il a réalisé comme victoire par rapport à ses partenaires, si on peut parler ainsi, ou ses désormais ex-partenaires, en mettant fin à la coalition FCC-Cash qui était une coalition très arrogante, qui s'arrogeait les droits de vie et de mort sur les millions de Congolais. Pourquoi pas Joseph Kabila Kabange qui a cédé les pouvoirs et qui aujourd'hui est tranquille à Lubumbashi? Bon, Joseph Kabila Kabange a cédé le pouvoir en 2019 et en 2020, il pourrait être considéré comme étant l'homme de l'année, mais il n'a pas capitalisé. C'est-à-dire qu'en transférant pacifiquement et de manière civilisée, comme cela a été dit la fois dernière, Joseph Kabila prenait rendez-vous avec l'histoire, mais tout allait dépendre de la manière dont il gérerait ses capitales. Malheureusement, qu'il n'a pas su gérer à bon escient. Aujourd'hui, il s'est exfiltré de Kinshasa, comme à l'époque de Marshal Mobutu, la queue entre les pattes. Donc, je pense qu'il a scié l'arbre sur lequel il était assis. Mais maintenant, toujours dans le cadre du Grand Journal, le numéro que nous sommes en train de lire, on a vu que c'est la nouvelle version, il y a quand même beaucoup de business là-dedans. Vous parlez des accords, en fait. Exactement, on a parlé du groupe Accor. D'ailleurs, dans le numéro qui vient la semaine prochaine, il y aura encore deuxième partie de l'accord. Le groupe hôtelier Accor qui a perdu beaucoup d'emplois, beaucoup de positions au niveau international à cause de Covid-19, mais qui est à la recherche de développeurs et investisseurs pour développer de nouveaux hôtels en République démocratique du Congo, avec un hôtel 5 étoiles à Kinshasa, un à Lubumbashi et un à Kolwezi. Cher Denis, il est impensable qu'un pays comme la République démocratique du Congo, avec ses ressources minérales qui attirent autant de touristes, autant d'investisseurs, qu'on n'ait pas des hôtels. On n'a que deux hôtels, pour ne pas faire leur publicité ici, on n'a que deux hôtels de standing international, un à Kinshasa, un autre à Lubumbashi. Mais vous ne pensez pas que c'est la politique au Congo? Donc, les climats des affaires ne donnent pas en République démocratique. Oui, mais parce qu'on ne peut pas investir dans un pays où on est toujours dans les provisoires jusque-là. Oui, mais il y a toujours des touristes. Je ne dirais pas des touristes en tant que du point de vue de la définition stricte du tourisme, mais les investisseurs qui viennent, par exemple, dans le domaine du secteur minier, ils ont besoin d'avoir quand même un cadre qui répond aux standards internationaux. Regarde, cher Denis, quand tu descends à l'aéroport d'Indili, de l'aéroport d'Indili jusqu'au centre-ville de la Gombe, c'est environ 35-40 km. Et sur le parcours, tu n'as aucun hôtel. Et quand tu descends dans d'autres villes comme Johannesburg, que tu connais très bien, comme Nairobi, que tu connais bien, et d'autres villes, déjà l'aéroport est quadrillé par des hôtels de standing internationaux. Et quand tu descends à l'aéroport de la Loano, par exemple, de la Loano jusqu'au centre-ville de Lubumbashi, il n'y a pas d'hôtel. Goma, c'est la même chose. Kisangani, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas normal et je pense que c'est bien beau de toujours crier sur le climat d'affaires, mais il faut que les opérateurs économiques congolais puissent exploiter dans le domaine du tourisme qui offre énormément d'opportunités. Voilà, toujours au Grand Journal, mais cette fois-ci, c'est les nouveaux numéros. On peut déguster ce qui va s'écrire en titre phare le lundi. Oui, mais avant de parler du titre phare de lundi, je m'aimerais mentionner, moi, Grand Journal initie un classement, le classement des youtubeurs.
On va le faire dans différents secteurs. Et ça, c'est dans le nouveau numéro. Ça, c'est le numéro ici. Le numéro qui est sur le marché. Oui. Nous avons classé en 15 youtubeurs ou 15 chaînes YouTube qui ont pignon sur rue en République démocratique du Congo et dans sa diaspora. Et la Palme d'Or, on va parler que les deux premiers. La Palme d'Or revient à Christian Bossembe du Congo Buzz et Bibi Kapinga de Ma Mission TV qui occupe ex aequo la première place avec chacun 121 000 abonnés. Et le seul critère que Grand Journal a pris en compte cette fois-ci, c'est le nombre d'abonnés. Mais le classement qui viendra le mois prochain, puisqu'on va le faire chaque mois, le classement de youtubeurs qui viendra le mois prochain va prendre en compte d'autres critères d'appréciation. Là, c'est génial. Nous félicitons les deux chaînes YouTube parce qu'ils font la beauté de la République démocratique du Congo. Oui. Et maintenant, alors pour la semaine prochaine, le lundi notre titre phare sera consacré à l'ancien président Joseph Kabila. Il n'est pas l'homme de l'année ou l'homme de la semaine. Son avenir politique, puisqu'il y a beaucoup de spéculations. Il y a même, j'ai vu même des informations qui circulent, qu'il va organiser la conférence de presse. Grand Journal va essayer un peu, comme à son habitude, de prendre date avec l'histoire en publiant une analyse prospective sur l'avenir politique de Joseph Kabila, et on va le faire lundi prochain. Ça sera lundi prochain. On a dit dans ce numéro d'aujourd'hui, on parlera un peu de la situation politique d'une façon internationale, et nous partons directement aux États-Unis parce que les États-Unis sont des partenaires de la République démocratique du Congo, et il y a démocrates et républicains qui luttent pour le pouvoir. Quelle est votre lecture de ce qui se passe avec Trump qui part, qui ne veut pas partir, et finalement la situation d'une façon générale? Bon, je pense que le nouveau président américain Joe Biden va être investi le 20 janvier prochain, s'il n'y a pas un événement indépendant de la volonté des êtres humains qui intervient en dernière minute, puisque la lutte pour le pouvoir entre démocrates et républicains, je pense que Donald Trump va mordre la poussière, puisque il entre tristement dans l'histoire, dans le cadre de la disposition américaine qu'on appelle impeachment, c'est-à-dire la destitution voilée, une espèce de destitution voilée du président de la République pour des fautes graves. Donc c'est pour la première fois qu'un président, c'est arrivé avec le vice-président Al Gore et George Bush Jr., mais c'est pas une contestation qui se radicalise, c'est-à-dire que le camp perdant essaye un peu timidement de résister, mais tout en reconnaissant leur défaite pour permettre à la démocratie américaine, qui est une démocratie exemplaire, de continuer à fonctionner. Mais là, on a vu un président qui se radicalise, et on a vu des manifestants qui entrent au Capitole américain, et qui, avec des casques comme dans une république bananière, comme dans un État voyou, et ce qui a poussé le Congrès américain d'appuyer sur les mécanismes d'impeachment. Et je pense que Donald Trump a complètement perdu. Joe Biden va être investi le 20 janvier prochain. Mais je pense que, cher Denis, la question qui nous occupe, qui occupe le Congolais, c'est la politique américaine. Oui, parce que Joe Biden, qui est le démocrate, oui. Est-ce qu'il y aura un changement où il va s'impliquer plus sur l'Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo? Bon, je pense que Donald Trump a été salué comme le meilleur président, mais je pense que ce sont des gens qui connaissent mal la politique américaine, ou qui font ce que je pourrais qualifier d'analyse paresseuse des relations internationales, puisque Donald Trump a pratiqué la politique de la préférence nationale, que lui-même a qualifié de America First. Rappelez-vous, cher Denis, il a supprimé des postes budgétaires alloués à l'international. Il a réduit des postes, que ce soit au niveau des États-Unis, donc il a mis fin au cours de son mandat
au statut des États-Unis comme gendarme au niveau international. Donc Donald Trump, si aujourd'hui on peut parler de son bilan, c'est un bilan positif du point de vue de l'économie américaine. Donc il a créé beaucoup d'emplois, environ 350 000 emplois chaque trimestre, ce qui est très bien pour l'économie américaine, mais du point de vue international, je pense que, tu sais, même sur les plans africains, il avait employé des expressions, je ne sais pas si je me permettrais d'employer ce genre d'expressions, ainsi l'Afrique qui a été qualifiée de tous les mots, et même les pays arabes. Les pays arabes, l'Amérique latine. Il a mis pratiquement tout le monde. Oui, il a mis tout le monde en situation... Il voulait diriger les États-Unis comme un pays normal. Exactement, comme un pays normal. Donc, de ces côtés-là, je pense que cette réduction d'influence américaine sur le plan international a donné l'impression à la RDC que Donald Trump appuyait la République démocratique du Congo. Mais je pense que c'est tout simplement les retraits de la gendarmerie, si je peux m'exprimer ainsi, américaine sur le plan international, qui a quand même suscité une espèce d'accalmie en République démocratique du Congo. On a vu quand même l'activité des groupes armés réduite au niveau international. Moi, je pense que l'ambassadeur américain en RDC, Mike Hammer, l'a déjà dit, que la nouvelle administration, ou soit la prochaine administration américaine, appliquera la même politique, puisqu'il s'agit de la politique des États-Unis en Afrique, ou en République démocratique du Congo, si on pourra singulariser. Beaucoup de gens indexent négativement le Parti démocrate, qu'ils ont toujours été contre le Congo, ils ont toujours été... Non, moi je ne verrai pas les choses de cette façon. Joe Biden, c'est un démocrate. Le Parti démocrate américain est dans ce qu'on appelle International Socialist, comment ils appellent ça, International Social-Démocrate. C'est le groupe auquel l'UDPS appartient avec le parti socialiste français et d'autres partis au niveau international. Tous les temps que les démocrates ont exercé le pouvoir aux États-Unis, l'UDPS n'était pas au pouvoir en République démocratique du Congo. Moi, je pense qu'il y a maintenant rapprochement entre les présidents issus d'un même courant politique international, d'une idéologie politique au niveau international, qui sont au pouvoir et en République démocratique du Congo et aux États-Unis. Je pense que c'est une occasion pour la diplomatie, et je constate que Félix Tshisekedi est enfin un diplomate, parce que c'est son terrain de prédilection, et je pense que les États-Unis qui luttent contre le terrorisme, puisque c'est le principal cheval de bataille des États-Unis au niveau international, la lutte contre le terrorisme, et il y a beaucoup de groupes qui opèrent, même certaines banques qui ont été citées au Congo, certaines personnalités qui ont été sanctionnées, et ce sont des personnalités qui ne sont pas d'obédience de Félix Tshisekedi, et je pense que, à mon humble avis, au contraire, les relations vont beaucoup s'améliorer entre la RDC et les États-Unis sous Joe Biden. Pour finir le sujet États-Unis, vous ne pensez pas, avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis, Joe Biden aura le pain sur la planche, et puis en plus les États-Unis sont un peu affaiblis après Trump. Et vous pensez que ce sera pareil, il va s'occuper de l'Afrique? C'est comme s'il va plus s'occuper de la division que Trump a laissée. Je pense que Joe Biden, c'est un leader transgénérationnel. Les gens risquent de penser que j'utilise beaucoup cette expression, mais c'est tout simplement... J'aime bien cette expression moi-même. C'est tout simplement quelqu'un qui est entré il est devenu sénateur à l'âge de 29 ans, et aujourd'hui il a plus de 70 ans, pour parler comme les Belges, plus de 70 ans pour parler les Français parisiens. Oui. Mais je pense qu'il n'y a pas mieux que lui pour rassembler le peuple américain. Et les démocrates, la valeur principale des démocrates, c'est d'être les serviteurs, du moins dans la théorie. Les démocrates sont censés servir le peuple. Et je pense le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Je pense que Joe Biden, dans son discours d'investiture, il lancera un appel à l'unité
Et je pense qu'ils vont faire la même politique pour essayer un peu de colmater les morceaux et permettre à l'Amérique. L'Amérique, c'est un pays ou un continent qui a toujours su faire les sursauts afin de donner l'exemple au niveau international d'une nation leader qui s'est anticipée, qui s'est prêché par l'exemple. Je pense que Joe Biden est la meilleure personne. Et pour finir, cher Denis, ce chapitre, à l'époque, quand Donald Trump était en campagne, parmi ses opposants les plus irréductibles, il y avait une certaine Nikki Haley. Mais c'était la première ordonnance quand Donald Trump était élu président. La première ordonnance, il avait nommé Nikki Haley ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, qui est allée comme envoyée spéciale en République démocratique du Congo pour essayer un peu d'aider à l'époque où on luttait pour l'organisation des élections. Je ne serais pas surpris que Joe Biden utilise les services de Donald Trump pour travailler ensemble pour la gloire des États-Unis. Pour la gloire des États-Unis, comme notre titre l'indique bien, l'union sacrée, les coulisses. Qu'en est-il avec l'union sacrée, les médias, les réseaux sociaux? Moi-même, j'étais un peu nerveux d'ailleurs. On dit que ça ne marche pas. Et pourtant, tout était destiné que ça puisse marcher. Mais qu'est-ce qui se passe? Katumbi, Bemba, ils réclament un peu trop, ou bien il y a un blocage. Quelle est votre lecture de ces blocages et l'avenir? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui pourrait... Bon, moi je pense que les médias, comme tu as dit, les réseaux sociaux enflent aujourd'hui. Il y a blocage, il y a même, j'ai vu des grands médias internationaux qui parlent de blocage entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et ses nouveaux alliés, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Mbemba principalement, puisque parmi les nouveaux alliés, il y a aussi Modeste Bahat. Mais moi, pour qu'on permette à ceux qui nous suivent de comprendre ce qui se passe et comment on va sortir de la situation, j'aimerais parler de poids politique des uns et des autres, puisque la politique s'est faite sur base de poids politique, ce qu'on appelle en d'autres termes les rapports de force. Quels sont les rapports de force aujourd'hui? On présente Katumbi, surtout Katumbi et Bahat Lukwebo, on les présente comme des grands lots. Ils ont des députés, s'ils retirent leurs députés, imaginez-vous, députés, excusez-moi, députés MLC, députés ensemble, ajouter Bahat avec son AFDC. Voilà, parce qu'il y a des trucs là, des AAF. Alors, ils disent que et là, ça sera la fin de l'union sacrée. Moi, je pense que les gens en font un peu trop. Les gens, il y a trop d'analystes politiques au Congo qui, je pense, qu'ils sont des analystes paresseux. Ce sont des analystes qui ne font pas un effort. Parce que si nous prenons par exemple Moïse Katumbi, prenons Moïse Katumbi. Oui. Moïse Katumbi n'avait pas de parti politique avant les élections du 30 décembre 2018, parce que les députés sont élus sur les listes des partis politiques. Le Moïse Katumbi n'avait pas de parti politique, mais il était membre de la MOCA. La MOCA qui était la coalition électorale, dont l'objectif principal était d'accompagner un candidat. Donc le candidat commun, évidemment, il n'y avait pas eu les candidats quand même. Hein. Ouais, l'opposition est allée en ordre dispersé, puisqu'on a vu Félix Tshisekedi qui est allé de l'autre côté. Mais l'objectif principal de la MOCA était d'accompagner le candidat commun. Et d'ailleurs, la MOCA qui avait hésité d'aller aux élections jusqu'en dernière minute. Moïse Katumbi n'avait pas de parti politique, puisque, cher Denis, il n'y a pas plus d'un mois que le parti politique de Moïse Katumbi, qui s'appelle Ensemble pour la République, a obtenu, je crois, à moins que je me trompe, a obtenu sa personnalité juridique. Donc, ce qui fait dire, en d'autres termes, ensemble... Pour éclairer nos internautes, il a obtenu cette personnalité juridique après les élections. Il y a un mois. Donc, ça veut dire 2 ans après l'élection. Ça veut dire, en d'autres termes, que Moïse Katumbi n'avait pas de parti politique et par conséquent, il n'a pas de député. Nous parlons du point de vue, il ne faut pas que ça mette la confusion dans la tête des gens qui nous suivent. Du point de vue de la loi, du point de vue, puisqu'il y a la loi électorale qui stipule que les candidats députés
au président de la République sont présentés par des partis politiques. Évidemment, il y a aussi des candidats indépendants. Ouais. Mais Moïse Katumbi, n'ayant pas de partis politiques avant les élections, par définition, du point de vue de la loi, il n'a pas de députés à l'Assemblée nationale. Ce qui signifie son poids, c'est rien. Il a tout simplement des acquaintances, des affinités avec certaines personnes qui reconnaissent son leadership en tant que leader politique, mais du point de vue de la loi, le poids de Moïse Katumbi au Parlement est zéro puisqu'il n'a aucun député. Donc on peut se réveiller le matin comme ça et il n'a plus de député. Il n'en a pas. Il n'a aucun député. Alors, si c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, vous ne pensez pas que, parce qu'il y a l'opinion, il y a d'autres qui soutiennent que Félix en a fait trop, il a donné trop de valeur à ceux-là qui étaient déjà pratiquement morts. C'est-à-dire ce sont des gens que lui ne pouvait même pas appeler et s'asseoir. Il a tout simplement appelé Union Sacrée et puis on avance. Parce que maintenant nous revenons sur presque à la case du départ, c'est-à-dire Union Sacrée à majorité FCC. Je pense que l'idée de l'Union Sacrée, c'était de rassembler. Vous avez vu, cher Denis, que le président de la République, au moment des consultations, avait reçu même des vendeuses de légumes. Ouais. Cela ne veut pas dire qu'il les a reçus puisqu'ils ont des députés à l'Assemblée nationale, mais le président a voulu rassembler. Le président a voulu renforcer la légitimité de son pouvoir. Puisque la légitimité, c'est la reconnaissance du plus grand nombre de personnes à un leader. C'est ce qu'il a voulu faire en ratissant large. C'est dans cette perspective-là qu'il a invité aussi des leaders majeurs, entre guillemets, comme les Moïse Katumbi, les Jean-Pierre Mbemba et les autres. Mais dans cette émission, rappelle-toi, cher Denis, j'ai dit la fois dernière que avant même la nomination de l'informateur, le président de la République n'a pas nommé l'informateur au lendemain de son discours. Non. Il a laissé les choses pourrir, c'est-à-dire que il a dit dans son discours que la majorité s'était effritée, puisqu'il y a un travail. Le président de la République est en contact avec les députés, puisque en tant que première institution de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, le président, il n'y a pas de députés de la MOUCA, de CACH, etc., puisque les députés sont des représentants nationaux ouais, du peuple. Ce qui fait qu'à ce titre-là, le président de la République, en tant que première institution du pays, a le contact avec les députés. Si nous prenons aussi le cas, par exemple, de Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo, son regroupement AFDCA qui a été considéré comme la deuxième force à l'Assemblée nationale, mais a été émietté. C'est-à-dire il y a des députés... Bouyou, je crois, oui. Par Nenenkoul. Donc il y a des députés qui sont partis avec Nenenkoul. Mais là, ce n'est pas vraiment un problème. Là, ce n'est pas vraiment un problème. Le plus grand problème, c'est que les députés sont élus sur les listes des partis politiques. C'est-à-dire au sein de... sur la liste de la plateforme. C'est-à-dire dans une plateforme. La plateforme est composée de partis politiques. Et les statuts, quand on lit les statuts des différentes plateformes, les statuts stipulent clairement que chaque parti politique garde son identité. Chaque parti politique garde son autonomie, son identité. C'est-à-dire le retrait d'un parti politique, d'une plateforme, n'influe pas négativement ou positivement sur quoi que ce soit. C'est-à-dire les députés sont élus sur les listes, sur les labels de leur propre parti politique. Ce qui fait que même si Bahati Lukwebo, puisque son regroupement est reconnu par le ministère de l'Intérieur, contrairement au FCC, CACH et la MOUCA, même si le ministère de l'Intérieur a reconnu la paternité de l'AFDCA à Bahati Lukwebo, mais les partis politiques dont les députés sont issus restent indépendants. Et à ce titre-là, même le poids de Modeste Bahati n'est pas tellement ce que les gens pensent. C'est que les gens n'en pensent, parce qu'un parti politique est libre de dire « je me retire de la plateforme XY sans que cela n'influe négativement. » Du point de vue de la loi, c'est comme ça. Mais Jean-Pierre Mbemba, par exemple. Oui.
Jean-Pierre Mbemba n'a pas plus de 20 députés. Jean-Pierre Mbemba, puisque le MLC. Jean-Pierre Mbemba, c'est le MLC. Oui. Le MLC n'a pas plus de 20 députés à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est moins de 20 députés. Ou si c'est trop, c'est 20 députés. Tu comprends, cher Denis, qu'à ce titre-là, je pense que le président de la République n'aurait pas de difficultés. Puisque le plus grand problème, c'est que les leaders qui sont venus exigent des postes. Moi, je pense que le fait que le président de la République ait fait appel à tout le monde, elle devrait être au contraire salué par la population et par les acteurs. Mais le gouvernement, puisque le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir la majorité. Le président recherche la majorité à l'Assemblée nationale et il est clair que cette majorité est en train de se dessiner. Mais il y a un problème. Il y a sorti des Mende qui dit que nous aurons sûrement un gouvernement de très large union. Mais vous ne pensez pas que ça sera un gouvernement budgétivore? Parce que sur le même plateau, vous avez souhaité que, avec Grand Journal, vous avez dit que nous voulons un gouvernement qui ne sera pas budgétivore. Il faut entrer déjà dans l'austérité parce qu'il y a crise. Les gouvernements de très large... il a parlé de très large... Les gouvernements de très large... Le gouvernement de très large union nationale ne signifie pas un gouvernement éléphantesque. Mais ça dépend quand au Congo on dit ça. Un gouvernement... au-delà des 60. Un gouvernement peut être de très large... là, vous parlez d'un gouvernement représentatif. Un gouvernement, oui, peut être représentatif de la physionomie de l'ensemble de la population, mais avec 12 ministres. C'est-à-dire que le président de la République est capable de vous démontrer que j'ai pris dans la société civile, j'ai pris du côté de la jeunesse, j'ai pris du côté des femmes, j'ai pris du côté politique, j'ai un gouvernement de 20 personnes, mais qui est un gouvernement de très large union nationale. S'ils vont le faire dans ce sens-là, oui. Mais c'est-à-dire que, cher Denis, moi je pense que les citoyens congolais ne devraient pas dormir sur leur laurier en laissant les politiciens faire. Il faut que les citoyens congolais jouent leur partition. C'est ce qui fait échouer la plupart des négociations, la plupart des perspectives au Congo, puisque les gens observent attentistes, laissant les politiciens en faire un peu trop. Moi, je soutiens l'idée du gouvernement de très large union nationale, mais une petite équipe. Moi, moins de 30 personnes, ça fait... souvent, quand on dit de très large, on voit des partis politiques. Là, ce n'est pas les technocrates, mais ce sont des partis politiques. Moi, je propose un gouvernement de technocrates, c'est-à-dire ce gouvernement qui va venir devrait être un gouvernement d'une mission spécifique, c'est-à-dire les réformes institutionnelles. Et pour faire les réformes, il ne suffit pas d'être un politicien, mais il faut être un technicien, c'est-à-dire on va faire des réformes, puisque tous les secteurs de la vie nationale de la RDC sont à réformer. Il faut réformer le système éducatif, il faut réformer le système sanitaire, il faut réformer le système judiciaire, il faut réformer le système fiscal, il faut réformer tous les systèmes de commerce. Et la diplomatie. Tout ça, il faut réformer notre système médiatique aussi. Et au final, la Constitution même devrait être... La Constitution même, tout ça, on n'a pas besoin de politiciens pour le faire. Pourquoi j'aimerais qu'on mette les politiciens de côté? Tout simplement puisque les politiciens seront préoccupés par la santé financière de leur parti politique. Afin de préparer les élections. À venir, tu vois. C'est-à-dire, ils vont pomper, ils vont ponctionner le peu de ressources dont le pays a besoin pour financer le système éducatif, le système sanitaire, et construire les infrastructures de base, les routes de dessert agricoles, etc. Nous sommes dans le contexte de Covid-19 aujourd'hui. Le peu d'infrastructures sanitaires que nous avons sont débordées.
l'État n'a pas construit de nouveaux hôpitaux ou des centres de santé ou des laboratoires dans le cas de Covid-19. Les gouvernements des partis politiques, les chefs des partis politiques vont voler l'argent. Malheureusement, je pense que ça sera la même chose, ce sera les partis politiques, parce que je vois très mal. Je ne vois pas l'explication que son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo donnera aux partis politiques. Il va leur dire quoi? Parce que ces gens ont besoin de travail. Ils vont se dire, il veut nous mettre hors jeu en 2023 et on aura des problèmes. Ils vont donner des gens pour travailler, ou lui va tirer les gens dans la société civile, où il va utiliser les partis politiques. Là, ça sera un peu difficile, parce que c'est déjà mal parti. Je pense que le mode de recrutement des animateurs du prochain gouvernement, si j'étais conseiller du président de la République, ne devrait pas poser de problème, parce que les partis politiques sont l'émanation de la population. Tout simplement. C'est-à-dire que les gens sont membres des partis politiques, ils sont aussi soit des chrétiens, soit des musulmans, soit des membres des églises de réveil. C'est-à-dire qu'on prenne quelqu'un quelque part, il sera toujours soit du PPRD, soit de l'UDPS, soit de... Mais tout simplement, pour moi, il ne faut pas qu'on prenne les chefs des partis politiques. Il faut qu'on prenne des gens, même s'ils sont, on va dire que le MLC, voici, le président va donner le portrait robot de personnes, des ministrables. Par exemple, il va dire Jean-Pierre Bemba, le MLC a droit à 2 ministres. Par exemple, voici les portraits robots, et on lui donne ces portraits. Il y a des gens qui sont membres des partis politiques en tant que membres, mais qui n'ont pas, qui sont tout simplement dans la politique active. Oui, qui ne sont pas dans la politique active, mais qui sont des experts dans le... Moi, j'ai toujours dit, par exemple, si le président de la République me donne le secteur des médias, je vais redresser les secteurs des médias, parce que je veux aider les entreprises de presse à créer un modèle économique pour permettre aux journalistes d'avoir le statut des journalistes et à permettre aux entreprises de presse de générer des chiffres d'affaires et de fonctionner normalement. Je peux avoir mon penchant, je peux être musulman ou chrétien, mais je ne vais pas aller... En tant que technicien, en tant que technicien. Et je pense que les personnes pareilles sont nombreuses en République démocratique du Congo, et le président n'aurait pas de difficultés à les dénicher. Alors, mais si le blocage persiste, disons, parce que d'habitude au Congo, qu'est-ce qu'on dit? On sèche, tout simplement. Les gens quittent la salle et disent que non, parce que vous n'avez accepté. Parce que maintenant, le problème, c'est la primature, présidence de l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. Si ça continue, qu'est-ce que vous pensez que le chef fera? Je pense que le blocage ne va pas persister. Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale a publié son programme d'activité pour cette session extraordinaire. Et je crois que le 21 ou le 22, il y aura l'élection du nouveau bureau, donc du bureau définitif. Et l'informateur aussi que le président de la République a nommé a un mois renouvelable une fois pour présenter la nouvelle coalition gouvernementale au président de la République. Le travail est en train de se faire. C'est-à-dire que pendant qu'eux, ils discutent, l'informateur fait son travail et le bureau d'âge de l'Assemblée nationale fait son travail. Dès que l'informateur dépose son rapport, puisque le travail de l'informateur et le travail du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, ce travail-là est limité dans le temps. Ils ne vont pas travailler éternellement. C'est-à-dire que dès qu'on a le nouveau bureau définitif, de l'Assemblée nationale, on a le rapport de l'informateur qui donne la majorité. Si le rapport de l'informateur donne la majorité au président de la République, le président de la République va user de ses prérogatives constitutionnelles en nommant, parce que la Constitution dit que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité. Donc, le président de la République va nommer le Premier ministre au sein de la majorité, et le Premier ministre va lui présenter le gouvernement qui sera formé de concert entre le président de la République et le Premier ministre. Je pense qu'il n'y aura pas de blocage. Et les personnes qui ne voudront pas se conformer à la vision, puisque le président avait dit,
majorité ou dissolution. S'il n'y a pas la majorité, il dissout. Il y a blocage. Oui, s'il n'y a pas la majorité, le président dissout l'Assemblée nationale et la dissolution de l'Assemblée nationale met fin aux négociations. Mais s'il y a majorité, parce que c'est sûr il y aura majorité, oui. Et qu'il y a blocage au niveau de la formation, comme on dit, non. Il va... Il n'y aura pas de blocage parce que le président de la République va nommer le premier ministre de son choix. En fait, c'est pourquoi on est arrivé à la situation d'aujourd'hui. Pourquoi on est arrivé à le président a mis fin. C'est le président qui a mis fin à la coalition FCC Cash. Puisqu'il avait un premier ministre qu'il ne contrôlait pas. Qui a d'ailleurs refusé de démissionner malgré le fait que les conditions de cohabitation entre lui et le président de la République se sont détériorées. Le Premier ministre a refusé de démissionner. Et le président, à l'époque, il était face à un ancien chef de l'État qu'on disait qu'il avait le contrôle de l'armée, le contrôle des services de sécurité, le contrôle des finances publiques, le contrôle des services de renseignement, le contrôle des médias de l'État et l'apothéose, le contrôle du Parlement, les deux chambres du Parlement, des assemblées provinciales et de la territoriale à travers le gouverneur de province. Félix Tshisekedi, le président de la République, n'a pas eu de difficultés à les défenestrer. Pour dire ces mots déboulonnés. Et pour dire que je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher de dire... je pense que les Moïse Katumbi, les Jean-Pierre Mbemba, tous ceux qui sont venus dans la dynamique d'inclusion d'un président de la République qui a voulu travailler avec tous les Congolais. Je pense qu'ils ne sont pas plus importants que d'autres Congolais. Les députés vont choisir soit d'aller au chômage, soit d'entrer dans la nouvelle majorité pour aider le président de la République à réaliser ses promesses envers les Congolais. Je pense qu'il n'y a pas de blocage puisque tout s'est fait dans le timing normal. Comme j'ai dit, du bureau, on attend le nouveau bureau et on attend le rapport de l'informateur. Le président de la République n'est pas en retard par rapport à quoi que ce soit. Je pense que ce sont des causeries normales. Voilà, nous quittons cela et puis nous allons directement à la projection, la répartition des ministères. Comment, parce que c'est le travail que Grand Journal sait bien le faire, comment sera, vous pensez que la répartition des ministères pourrait être? Ou bien vos souhaits, en fait? Moi, je souhaiterais, si en tout cas je devrais parler au président de la République, moi, je vais suggérer des innovations. C'est-à-dire d'abord le Premier ministre. Ça, je crois que ce n'est pas un débat, ce n'est pas une discussion. Le président de la République est conscient que le Premier ministre doit être quelqu'un de son obédience politique. Ça, c'est un fait, il n'y a pas de doute pour ça. Deuxième grande innovation que moi je vais suggérer, c'est la suppression du poste du ministre de la Défense nationale. Puisque la plus grande préoccupation des Congolais, c'est l'insécurité. Il y a l'insécurité. C'est la plus grande préoccupation de la population, du peuple congolais. C'est ce qui jette d'ailleurs l'opprobre sur, puisque les gens meurent, on ne sait même pas pourquoi les gens meurent. La vie, notre constitution dit que la vie humaine est sacrée. Alors, pour résoudre la question, puisqu'aujourd'hui, cher Denis, il n'y a pas de groupes armés qui revendiquent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupes, non, il n'y a pas de groupes rebelles, comme c'était à l'époque du MLC, du RCD et d'autres qui avaient des revendications politiques. Aujourd'hui, on a des groupes armés qui opèrent de manière asymétrique. Et vous avez des rapports, même rédigés par les Nations Unies, qui établissent clairement la complicité entre les généraux de notre armée et certains responsables politiques de notre armée, même pas des belligérants, mais des groupes armés, puisque les belligérants n'existent plus. Aujourd'hui, on a des groupes armés du type terroriste qui opèrent de manière asymétrique. Et pour résoudre ce problème, moi je suggère au président de la République de supprimer le poste du ministère de la Défense, puisque c'est le ministre de la Défense qui gère au quotidien l'armée. Donc, d'où il faut supprimer le poste du ministère de la Défense. On fait comment? Le président de la République devient ministre de la Défense.
Donc le président de la République... Pratiquement, il fait comme Mobutu, il fait comme Laurent Désiré Kabila l'a fait. Lui-même était ministre de la Défense. Oui, le président de la République devient ministre, il devient président de la République et en même temps ministre de la Défense. Quelle est la différence? Parce qu'il ne peut pas, si c'est la meilleure des choses aurait été que le président de la République soit en même temps le Premier ministre. Mais comme nous ne sommes pas dans un régime présidentiel, nous sommes dans un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire au terme de notre constitution actuelle, n'est-ce pas? Oui. Et dans ce contexte-là, le président de la République devrait devenir en même temps le ministre de la Défense. Ça va lui permettre de gérer au quotidien le Conseil supérieur de la Défense. Mais quelle sera la différence dans la façon de faire les choses? La différence, c'est que les généraux vont dépendre directement de lui. Les chefs d'état-major général de l'armée, toutes les armées, les différentes composantes de l'armée, l'armée des terres, l'armée de l'air, l'armée navale et les écoles militaires. Cher Denis, tu te rappelles que dernièrement, le président de la République a inauguré la nouvelle école, l'école de guerre. L'école de guerre avec le français. Qui est gérée par un général. Et tous ces généraux, que ce soit ceux qui sont à la tête des écoles militaires et ceux qui sont à la tête des forces, des différentes forces et les chefs d'état-major général, si le président de la République et le ministre de la Défense, toutes ces personnes vont dépendre directement de son leadership et il pourra directement au quotidien... À vous entendre parler, c'est comme si on ne fait pas confiance alors à tous ceux-là qui sont des ministres de défense et tout ça avec les militaires et tout ça. Donc ça signifie que le chef d'État lui-même prend cela en charge pour imprégner sa philosophie. Exactement, puisque le ministre actuel est du FCC. Le ministre de la Défense actuel est du FCC. Et on a des généraux qui sont nommés, puisque Félix Tshisekedi n'est pas venu avec des généraux. On a des généraux qui sont là depuis plus de 20 ans ou plus, qui font de l'affairisme. Au lieu Parce que le rôle de l'armée, c'est de garantir l'intégralité, l'intangibilité des frontières nationales, de protéger les frontières du pays. Mais là, on nous parle des groupes armés étrangers. On a des généraux qui construisent des hôtels. On a des généraux qui ont des bateaux. On a des généraux qui ont des entreprises de toutes sortes, qui ont des fermes, qui font plus les commerces. Et les groupes armés opèrent avec les tenues militaires de nos forces armées et de nos armes et nos munitions. Mais ils ne peuvent les avoir qu'à travers le ministère de la Défense, à travers les généraux. Si le président de la République lui-même devient ministre de la Défense, il va au quotidien gérer l'armée en tant que ministre de la Défense. Il va au quotidien avoir le contrôle, puisqu'il n'y a pas de discipline. Il y a un dicton qui dit que la discipline est la mère des armées. Et il n'y a pas de discipline aujourd'hui, puisque nous sommes dans un affairisme qui ne dit pas son nom. Et ça, c'est la première innovation que moi je pourrais suggérer. Et le président de la République devrait aussi garder tous les ministères régaliens. Comme le ministère de la Défense, les affaires étrangères, la justice, les finances, les budgets, le ministère de l'Intérieur sont des ministères... en faites un peu trop. Oh, mais oui, puisque... là, vous êtes en train de fabriquer un dictateur en devenir. Hein? Non, c'est pas... ça, c'est sûr. Il aura 5 ministères, et je me vois... Oui, là, oui, 5 ministères dans lesquels vont se retrouver les citoyens congolais, qui seront des directeurs de cabinet, des conseillers, et qui vont travailler pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et cher Denis, j'aimerais ajouter, le président de la République ou son camp devrait prendre le ministère de l'Éducation. Je suggère que le ministère soit reformulé. Le ministère de l'Éducation nationale, avec les différentes composantes, l'enseignement supérieur et universitaire en son sein, l'enseignement primaire, secondaire, l'enseignement technique en son sein. Et le président de la République devrait prendre ces ministères et les lever au rang du ministère d'État. Parce que sans la formation des qualités de notre jeunesse, ça ne marche pas. Le président de la République devrait prendre aussi des ministères qui sont aujourd'hui négligés, qui sont considérés comme
comme Mobutu le disait à l'époque, la 5e roue de la voiture, c'est-à-dire la roue dont on n'a pas besoin. Par exemple, le ministère de la Culture. La culture, quand nous parlons, quand on parle souvent, quand vous voyez les hommes politiques ou les analystes congolais parler, ils vous parlent de Montesquieu, ils vous parlent d'Aristote, ils vous parlent des grands noms, de Diderot, mais tout, Honoré de Balzac, mais c'est à travers la culture. On fait la promotion des arts, on fait la promotion des lettres, chers Denis, les écrivains. Les écrivains. Aujourd'hui, nous, on a limité notre culture à la musique. Les écrivains, la musique. Il faut développer l'industrie de la musique. L'industrie de la musique a développé le Cuba. Le pays de Bob Marley, c'est le Cuba? Non, c'est Jamaïque. Jamaïque. La culture, grâce à la culture, on connaît la Jamaïque à travers le monde. Le sport. La jeunesse est sport. La jeunesse, c'est la principale richesse de la République démocratique du Congo. Le tourisme, c'est-à-dire on peut développer beaucoup de richesses aujourd'hui à travers les ministères qui sont négligés. Moi, je suggère que le président prenne ces gens des ministères, par exemple, et en face des ministères importants, et qu'on leur donne des budgets. Mais je pense qu'on peut mobiliser de l'argent, cher Denis, avec une bonne orthodoxie, avec des services, par exemple, générateurs de recettes qui sont confiés à des personnes, je ne dirais pas intègres, mais des personnes qui sont, à qui on assigne des résultats. Il faut assigner des résultats, et des résultats aux gens et être capable d'évaluer. D'évaluer. Et il faut aussi que les citoyens congolais mettent en place des mécanismes de contrôle, des mécanismes de contrepoids, et ça va marcher. Et comme ça, les autres partenaires du président de la République peuvent se partager le reste des ministères. Mais il faut faire un gouvernement de pas plus de 30 ministères. Pas plus de 30 ministères, ce qui sera pratiquement impossible en République démocratique du Congo avec la configuration actuelle. Merci beaucoup Eric Mwamba d'être venu, et si vous avez le dernier point, vous pouvez développer afin qu'on finisse sur cette émission. Mon dernier point, je pense que en tant qu'observateur attentif de la scène politique congolaise, je pense que le président de la République est dans la trajectoire, puisque le pouvoir politique d'un pays doit être dirigé par un parti politique et non par un conglomérat, oui, par des associations qui ressemblent un peu à des associations de malfaiteurs. Donc moi, je pense que le président de la République, Félix Tshisekedi, est en train de suivre une bonne trajectoire, et nous sommes dans quelque chose qui ressemble un peu à une transition que d'aucuns appelaient de tous leurs voeux, à une transition sans Kabila, qui va conduire vers le régime de l'UDPS, le régime 100% l'UDPS, tel que nous le voyons en Afrique du Sud. Parce que qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Ce qui va se passer, c'est que avec la nouvelle dynamique, la nouvelle donne politique, avec un président qui a le légivier du pouvoir, il aura la possibilité d'implanter, l'UDPS aura la possibilité de s'implanter. C'est déjà en tant qu'esprit un parti qui a l'ancrage sur l'ensemble du territoire national, mais il faut maintenant le matérialiser, il faut l'implanter. Il faut l'organiser, il faut recruter de nouveaux membres. Avec la décomposition du PPRD, avec la décomposition du PALU, avec la timidité de l'UNC. Et je pense que le chéquier politique est resté vide, et il sera occupé par l'UDPS, qui pourra prendre la totalité du pouvoir lors des prochaines élections qui auront lieu après l'identification de la population et recensement des électeurs. À ce moment-là, l'UDPS... Comme c'est 2023, c'est hypothétique. Hein? En tout cas, je douterais fort qu'il y ait élection en 2023. On va encore revenir ici. Merci Eric Mwamba d'être venu, et merci pour les analyses. Vous ne ratez toujours pas, comme on dit. Et merci à Grand Journal. Nous allons rappeler à nos internautes de souscrire, d'envoyer leur numéro WhatsApp pour que nous puissions leur envoyer le lien des Grands Journaux. Et quant à nous, nous vous disons merci et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.